5 millions de dollars. C'est ce que les agents de Bruce Willis auront réussi à négocier. Un record à la hauteur de la controverse que ça engendrera à Hollywood. Parce que oui, Bruce Willis avant Die Hard, il a fait son petit bout de chemin à la télévision, a été en tête d'affiche d'un film, mais n'a jamais vraiment porté une grosse production sur ses épaules. À tel point que les posters promotionnels du film à l'étranger préféreront mettre en avant le building plutôt que l'acteur. Ce chiffre exorbitant pour l'époque va agacer les studios hollywoodiens qui ont peur que désormais n'importe quel acteur de télévision vienne réclamer un énorme salaire. Mais à cette époque, la Fox veut vraiment faire ce film, et tous les acteurs pressentis pour le rôle ont refusé. De Stallone à James Caan, en passant par Richard Gere. Elle doit donc donner ce que demande le seul acteur susceptible d'accepter ce rôle. D'ailleurs, ça n'est pas la première fois que les agents de Willis lui font gagner beaucoup d'argent grâce à un Die Hard. Willis has been offered a guaranteed salary of £13 million to star in Die Hard 3. Can you lend me about $10, sir? Is that right? What do you say? Does anybody here believe what you read in the newspaper? Do you believe it? Just You us. do? No. Come on. No. So it's not true. Well, I don't. I generally. You pay much less than that, honestly. So I'm not going to ask you two what you think of that 13 million up front. What do you say to that? I think we need his agent. Willis, qui a donc bien navigué sa barque, va amplement mériter son salaire puisqu'il va faire de ce personnage un véritable héros de la culture populaire, y apportant son sens de la réplique, son humour, son sarcasme, son rire légendaire, mais aussi sa vulnérabilité. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Vous le savez déjà, mais John McClane, c'est un personnage qui dénote complètement des héros réganiens de l'époque. Lui n'est pas fait de muscles anormaux, il ne provoque pas les événements, il les subit. Et en plus, il a peur de l'avion. Cependant, ce qui est à mon sens à l'origine de son succès, c'est qu'il représente l'américain moyen. Un mec qui touche un salaire de misère pour un boulot éreintant, qui est à deux doigts de foutre son mariage en l'air, qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, et c'est là que le choix de Bruce Willis devient brillant. Un choix à contre-courant certes, mais qui fait sens avec la vision de John McTiernan, qui nous offre bien plus qu'un film d'action, une comédie shakespearienne, comme il l'aime à l'appeler, un film anticapitaliste. L'opposition entre McClane, le prolo-américain en Marcel, et Hans Gruber, l'européen cultivé en costard. Le fait que les médias soient tournés en dérision à travers un expert qui n'en est pas vraiment un et qui intervient sur un plateau de TV alors qu'il n'a rien à dire de pertinent, sans oublier ce journaliste qui est prêt à mettre les otages en danger pour simplement avoir un scoop. Les agents du FBI Johnson qui ne sont que des fous de la gâchette, jamais vraiment revenus du Vietnam, et juste bons à tout faire péter sans se soucier des dommages collatéraux. Agent spécial Johnson, on prend la berline. Agent Johnson. Tout à fait. Takagi, grand chef d'entreprise japonais qui porte les mêmes costumes que Gruber, criminel notoire. Bref, tout ceci n'est pas anodin. McTiernan dépeint la vision nihiliste qu'il a de l'Amérique des années 80, une Amérique autocentrée, matérialiste et manquant cruellement d'humanité. Le personnage d'Harry Ellis en est un bon représentant. Un trader sous cocaïne qui pense que tout se règle à travers le business, ce qui lui coûtera la vie. Ce même Ellis qui insiste pour qu'Holly montre sa Rolex à John. Fais-lui voir la montre. Une Rolex qui représente le trophée ultime de l'American Dream, dont elle devra littéralement se débarrasser en fin de film pour se libérer du mal. La métaphore parle pour elle-même. C'est ce qui fait de John McTiernan un véritable auteur, qui sait faire passer ses messages tout en divertissant son audience avec une mise en scène rondement menée. Ici, la caméra est un personnage à part entière. Elle représente en quelque sorte le spectateur qui, à travers ses mouvements perpétuels, va comprendre l'action qui se déroule et surtout où elle se déroule. Car Die Hard est un huis clos et donc se doit de gérer parfaitement son espace pour ne pas perdre le spectateur dans ce labyrinthe qu'est le Nakatomi Plaza. Jeb Stuart, le premier scénariste du film, a visité la tour pendant l'écriture et il raconte ne pas s'être perdu grâce à un poster coquin affiché par les ouvriers et qui lui permettait de savoir où il se situait. Il réutilisera ce procédé dans son scénario et McTiernan sublimera cette idée géniale qui permettra non seulement à McClane de savoir où il se trouve, mais aussi au spectateur. Mesdames. Cette adaptation du roman de Roderick Thorpe a complètement refaçonné la manière de faire du cinéma d'action à cette époque. Et une ribambelle de films calqueront ce concept par la suite, sans y insuffler le génie de McTiernan et son équipe. Piège de cristal sera un succès mondial, offrant à Bruce Willis une renommée internationale. Cependant, ce succès, le film le doit aussi à deux autres acteurs importants. Tout d'abord Alan Rickman, qui aura su apporter au personnage de Hans Gruber un certain flegme et une crédibilité qui en fait un des meilleurs bad guys du cinéma d'action. It was done at 3 o'clock in the morning, 4 times, and it was the last shot that I did on the film. And then I realized while I was doing it, I was the last shot because if I'd killed myself, it didn't matter because I'd have got the shot in the can. And that was being dropped from 40 feet from the skyscraper.
And that's when I thought, oh, this is Hollywood. If I die, it doesn't matter, because they've got the rest of the performance. Mais pour nous Français, c'est bien Patrick Poivet qui mérite sa part d'honneur. Il aura su retranscrire les dialogues savoureux de Bruce Willis avec une telle aisance qu'il deviendra par la suite le doubleur officiel de l'acteur pendant plus de 30 ans, offrant des moments inoubliables aux spectateurs francophones grâce à une voix légendaire que l'on n'est pas prêt d'oublier. Yippee-ki, monsieur Poivet, et merci pour tout. Après Die Hard, Bruce Willis ne veut pas qu'on lui colle cette étiquette d'acteur de film d'action. Il va donc prendre un virage étonnant en 1989 avec 3 œuvres totalement différentes. Un héros comme tant d'autres, drame réalisé par Norman Jewison, qui lui vaudra une nomination du meilleur acteur au Golden Globe. That's Adequate, un documentaire parodique sur les facettes d'Hollywood où il joue son propre rôle aux côtés de Robert Downey Jr. et Ben Stiller. Sans oublier Allô maman ici bébé, où il prête sa voix à Mickey le bébé. Hey, where's mommy? Come on, Julie. I don't want to go stewardess, but we gotta get out of here. Tous ces efforts ne l'empêcheront pas de revenir à l'action en 1990, retrouvant son rôle de John McClane dans Die Hard 2, 58 minutes pour vivre. Vous avez fait erreur sur la personne, sur l'heure et sur la cible. C'est l'histoire de ma vie. Un titre français qui n'a pas tellement de sens d'ailleurs, alors que Piège de cristal avait au moins le mérite d'être un peu poétique. Le film est plutôt réussi. On y passe un bon moment pour sûr, mais rien de nouveau pour autant. Ça n'est qu'une simple redite du premier, on y reprend les mêmes codes et on les applique en moins bien. Du coup, pas de bol, John est encore au mauvais endroit au mauvais moment, dans un lieu confiné le soir de Noël, où il va devoir faire face à une tripotée de bad guys menés par leur leader. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Le mec fait le cow-boy avec la zapette, le zizi à découvert. Ok. On notera tout de même une violence graphique bien plus prononcée et typique du réalisateur Rémi Harlin, et un rythme qui a le mérite de ne pas faiblir. Le film sera un énorme succès commercial et offre à l'acteur une belle entrée en matière dans cette nouvelle décennie, qu'il va concrétiser avec un choix audacieux en tournant sous la direction de Brian De Palma dans Le Bûcher des Vanités. Bruce Willis commence à se dessiner un archétype de personnage, l'américain proche du peuple, monsieur tout le monde qui va pourtant se retrouver dans des situations extraordinaires et s'en sortir. Hey fellas, gotta eat your greens! Who the hell is this guy? Who are you? You're very annoying. I got news for you, pal. That's what the people pay to see. Bruce Willis. Die Hard 12. Die hungry. How could the same thing happen to the same guy so many times? Bruce Willis, Die Hard 12. Coming this Christmas to theaters everywhere. Die Hard with a Vengeance, ou Une journée en enfer, est le premier film de la saga Die Hard basé sur un script original. Après avoir laissé la place à Rémi Harlin pour le second opus, John McTiernan reprend les rênes et décide de détruire toutes les fondations qu'il a brillamment mis en place avec le premier film, pour reconstruire sur les gravats du Nakatomi Plaza une base ultra solide et à l'opposé de ce qu'est le cinéma d'action depuis, le premier Die Hard. La recette ayant tellement été aspirée jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une goutte, McTiernan ne se voyait pas repartir sur un énième huis clos. Il va donc une nouvelle fois s'approprier le genre et le remodeler à sa guise. They'd sent me scripts for Die Hard for years, ever since I did the first one, and I didn't really want to pursue them because they were the same movie over again. Dans le premier opus, la tension est étouffante, le piège est bel et bien de cristal. Dans celui-ci, la nuit froide de Los Angeles laisse place à la chaleur étouffante de New York. La menace s'allonge à l'immensité de l'île de Manhattan, à l'air libre. On laisse 20 minutes au premier film pour poser ses enjeux et ses personnages, avant d'enfin entrer dans l'action. John McClane subit les événements, n'a simplement pas de chance. Le 3, lui, provoque l'action dans les premières secondes et développe son intrigue à partir de là. John n'est plus là par hasard, il est la cause principale de tous ces rebondissements. What I liked about this script, which was not initially written as a Die Hard at all, was that I could break the rules on it. It wasn't Die Hard in a building, in a boat, in a submarine, in a bridge, a tunnel, or whatever, in the back of a taxi, that I could, in essence, make a Die Hard that wasn't in a box.
La mise en scène, elle, se veut bien plus dynamique. Elle épouse le gigantesque décor qu'est la ville de New York et opère un rythme effréné qui offre au récit une fluidité démente. La caméra est bien plus brouillonne que dans le premier film. Mais ça n'est pas péjoratif. Rarement à cette époque, on aura vu une caméra suivre le protagoniste d'aussi près, comme l'impression que c'est un reporter de guerre qui la tient. Avec ce style très réaliste, McTiernan continue de marquer de son influence toute une industrie, puisqu'avec Une journée en enfer, nous assistons aux prémices de ce que sera le cinéma d'action des années 2000. The montage, the style of the original film was very formal. And this one I wanted to look just as rough and ragged as possible. I often was walking right alongside the cameraman, and if he was too smooth, I'd bump into him. I'd hit him, I'd kick him, or I'd do something to just screw it up. McTiernan compose des plans d'une très grande pertinence, continue à brillamment guider le spectateur dans l'espace sans que jamais celui-ci ne s'y perde, ce qui n'a pas dû être chose aisée avec une ville aussi gigantesque et complexe que New York. Un vrai tour de force. Et même dans les lieux clos, la compréhension est totale. Prenons la scène de l'ascenseur comme exemple. Dans cette scène, John se retrouve enfermé avec des ennemis déguisés en représentants de la loi. Il ne se doute de rien, jusqu'à ce qu'il aperçoive dans le reflet de l'ascenseur la plaque de son équipier, qu'il reconnaît car au début du film, il explique que c'est son numéro de plaque qu'il joue tout le temps comme numéro loto. À ce moment-là, n'importe quel film d'aujourd'hui aurait introduit un flashback, mais pas ici. McTiernan respecte l'intelligence de son spectateur. À partir de là, la tension monte avec une succession de gros plans, mais McClane désamorce cette tension en partant dans une tirade qui n'appartient qu'à lui, qui va permettre au spectateur de se remémorer cette histoire de loto au début du film, et qui va permettre au personnage de retourner la situation à son avantage. L'action débute, John tue les deux gardes à sa droite, bloque le troisième et met en joue le faux flic, puis les tue à tour de rôle, le tout en moins de 20 secondes. Personnellement, ça me rappelle quelque chose. Parce que oui, McClane c'est le cow-boy des temps modernes, le bad boy au grand cœur, le loser magnifique, plus intelligent que son ennemi. On joue toujours les cow-boys, monsieur McClane. Les Américains sont incroyables, mais cette fois John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Ce film est une de mes premières expériences avec le cinéma. Je me souviens voir mon père convaincre un gamin de 12 ans de regarder le film avec lui, et je me souviens surtout avoir été complètement galvanisé par cette histoire. Parce que oui, le scénario est brillant. Utiliser le principe du jeu Jacadi pour développer l'intrigue, qui s'avérera finalement n'être qu'une diversion, c'est totalement cool. Ça amène des péripéties toujours de plus en plus audacieuses, même si on peut aisément affirmer que la fin est ratée, bien trop conventionnelle après une intrigue aussi bien menée. Il existe une fin alternative où Gruber survit et John le retrouve en Allemagne pour le tuer. Je trouve que ça n'est pas non plus une fin pertinente, et je pense que de toute façon, il était quasi impossible de terminer un film qui a su monter la barre bien trop haute dès le début. Bruce Willis, quant à lui, confirme qu'il tient là le rôle de sa vie. On le confond avec son personnage, et il n'en demeure pas moins bien entouré puisqu'il retrouvera son compère de Pulp Fiction, Samuel Jackson, ainsi que le génialissime Jeremy Irons, qui n'a pas à rougir devant son frère fictionnel, Alan Rickman. Le succès du film sera bien sûr phénoménal, se hissant au top du box-office mondial de l'année 1995. Pourtant, ça ne sera pas le seul projet ambitieux de l'acteur cette année-là. 2006 sera une des années les plus éclectiques dans la carrière de l'acteur. On le verra dans 16 blocs, un polar signé Richard Donner, Nos voisins les hommes, film d'animation DreamWorks où il prête sa voix à un raton laveur, Fast Food Nation, comédie dramatique basée sur un documentaire qui revient sur le fonctionnement de la restauration rapide aux USA, Slivin, film de gangster un peu loufoque où il joue un tueur à gages, et Alpha Dog, drame de Nick Cassavetes, qui raconte un pan de la jeunesse américaine et de ses déboires à travers une histoire de kidnapping tirée de faits réels. Beaucoup de propositions à cette époque et beaucoup de choses assez cool, mais le succès n'est plus tellement au rendez-vous. En 2007, il fait donc le choix de revenir à ce qui a fait son succès. Il cachetonne d'abord dans Dangereuse séduction avec Al Berry, qu'il retrouve après Le Dernier Samaritain, et décide de cachetonner encore plus en reprenant son rôle légendaire, celui du flic le plus malchanceux de New York. Alors, je vais pas vous mentir, Die Hard 4.0 est un des plaisirs régressifs que j'aime revoir de temps en temps. Évidemment, on est loin de la maestria de John McTiernan, mais Len Wiseman, qui a également réalisé Underworld, que j'aime bien aussi, s'en sort pas trop mal pour ce qui est d'assurer le spectacle. C'est d'ailleurs rigolo de se dire que c'est Bruce Willis lui-même qui a poussé pour avoir Wiseman à la réalisation car il avait adoré les deux premières Underworld, les citant comme des projets singuliers et maîtrisés de bout en bout. Le projet d'un quatrième Die Hard ne date pas d'hier. Un scénario circulait depuis la fin des années 90,
et McClane devait à la base se retrouver dans la jungle amazonienne à combattre les méchants. Heureusement, l'histoire sera repensée pour en faire une attaque de cyberterroristes sur le sol américain, que le vieux McClane, qui comprend rien à toute cette technologie, va devoir stopper à l'aide de bonnes droites dans la face et de son nerd sidekick interprété par Justin Long. Timothy Olyphant campera un antagoniste à 1000 lieues de la classe d'Alan Rickman et Jeremy Irons, mais fera quand même le taf grâce à des gros bras efficaces, Maggie Q et l'acteur cascadeur français Cyril Raffaelli, qui aura d'ailleurs droit à un cascadeur durant le film, alors qu'il est lui-même cascadeur, emploi fictif un peu. T'es un vrai hamster! Tout ce beau monde gravite autour d'une histoire plutôt intéressante et bien amenée, qui n'a pas l'ambition de raconter plus que ce que l'on peut voir à l'écran, et qui du coup relègue ce 4ème opus de la saga Die Hard au rang d'actionneur efficace mais sans plus. On a quand même le droit à de belles scènes d'action et des courses-poursuites très généreuses. Tout est fait main avec de vrais effets pyrotechniques. Il y a vraiment une bagnole qui s'encastre dans un hélicoptère. Et le film offre du spectacle, ça on peut pas lui enlever. Il arrive à une époque où 24 heures chrono cartonne. Il se calque donc sur l'esthétique et le rythme de la série, des plans très vifs, la photo saturée, mais conserve un aspect old school qui transparaît du personnage de McClane, notamment à travers ses punchlines toujours aussi efficaces. Vous venez de flinguer un hélicoptère avec une voiture? J'avais plus de balles. Die Hard évolue avec son temps, parvient encore à se renouveler et ce 4ème opus a clairement sa place dans la saga. Contrairement au 5ème et dernier opus qui, soyons honnêtes, n'aurait jamais dû voir le jour. On passe des côtes américaines à Tchernobyl. Le film voyage dans le temps puisqu'il ressemble à une vieille propagande pro-Reagan des années 80 avec les Américains contre les Russes, des twists totalement prévisibles et une intrigue bas du front. Le fils McClane n'a aucun charisme. L'action est absolument illisible, la photo saturée à mort c'est moche au possible, même le ratio d'image n'a pas de sens. Et les punchlines de McClane ne sauvent même pas les meubles puisqu'elles n'ont aucun impact, voire même sont forcées par moments. Le yippee-ki est tellement peu naturel que j'étais assez gêné, je vous l'avoue. Shit we do for our kids. Yippee-ki-yay, motherfucker. La seule chose positive, c'est cette sorte de continuité dans la relation familiale de McClane, où dans chaque film, il a toujours été rejeté par sa famille, et là on assiste à une sorte de rédemption, puisque le plan final montre un père et ses enfants enfin sur la même longueur d'onde. Sinon à part ça, je laisse John résumer le film pour moi. C'est nul!